Charlotte n'avait presque pas dormi. Depuis plusieurs nuits déjà, le sommeil se fragmentait en séquences courtes, violentes, toujours interrompues par les mêmes images, les mêmes sensations, les mêmes silences trop lourds. Son corps reposait, mais son esprit restait prisonnier d'un espace où le temps semblait figé, incapable d'avancer, incapable de revenir en arrière. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait cette scène qu'elle aurait voulu effacer à jamais, comme si son cerveau refusait obstinément de lui accorder le droit à l'oubli. Ce matin-là, pourtant, quelque chose devait se jouer. Quelque chose de décisif, de définitif. Elle le savait sans qu'on ait besoin de le lui rappeler. Le rendez-vous chez Johanna, son avocate, prenait une dimension presque irréelle, comme si sa vie entière dépendait désormais de mots juridiques qu'elle ne maîtrisait pas vraiment, mais dont elle ressentait le poids jusque dans sa poitrine. Sohan l'accompagnait en silence, attentif à chacun de ses gestes, inquiet de la voir se refermer un peu plus à chaque pas. Marie-Sophie n'avait pas pu se libérer, mais il lui avait promis de tout lui raconter, de ne rien laisser dans l'ombre. Chez Johanna, l'atmosphère était calme, presque trop. La lumière entrait doucement par la fenêtre, contrastant avec la violence de ce que Charlotte portait en elle. L'avocate prit le temps de s'asseoir face à elle, cherchant son regard sans jamais le forcer. Les mots sortirent lentement, pesés, mesurés, mais porteurs d'un sens immense. Johanna expliqua que Charlotte était reconnue comme une victime, que l'expertise psychologique avait établi sans ambiguïté l'emprise exercée par Sacha, la manipulation, la menace constante, la peur. Elle rappela que Charlotte était mineure, que ses mensonges avaient été dictés par un chantage insoutenable, et que la justice devait en tenir compte. À mesure que les phrases s'enchaînaient, Charlotte écoutait sans vraiment entendre. Une part d'elle comprenait l'importance de ce qui était en train de se dire, mais une autre restait figée ailleurs, incapable d'associer ces mots à un soulagement réel. Être reconnue comme victime ne faisait pas disparaître les images, ni la honte, ni cette impression tenace que son corps ne lui appartenait plus tout à fait. Johanna le sentait, et c'est sans emphase qu'elle lui rappela doucement qu'aucune décision de justice ne pouvait effacer un traumatisme, mais qu'elle pouvait au moins poser une limite, dire clairement où se situait la responsabilité. Pendant ce temps, au lycée, la vie continuait comme si de rien n'était. Les couloirs résonnaient de rires, de conversations anodines, de projets pour le soir. Pablo s'était réfugié dans un coin tranquille avec le livre que sa mère lui avait offert, un Dumas qu'il feuilletait sans grande conviction. Il avait lu une trentaine de pages, peut-être un peu plus, mais l'ennui l'avait vite rattrapé. Les mots défilaient sans l'accrocher vraiment, et il se surprenait à penser à autre chose, à tout ce qu'il évitait soigneusement depuis des semaines. Noura devait dormir chez Hugo et Sabine ce soir-là, et cette idée lui apportait un réconfort fragile, comme un point d'ancrage dans une réalité encore supportable. Caroline, de son côté, n'arrivait plus à faire taire cette inquiétude sourde qui la rongeait. Elle en parlait à Martin avec une franchise maladroite, avouant qu'elle pensait beaucoup à Pablo ces derniers temps, qu'il lui manquait plus qu'elle ne l'aurait cru. Martin, fatigué de ces sous-entendus qu'il interprétait comme des reproches déguisés, finit par exploser. Il avait l'impression qu'on le tenait responsable de tout, comme si chaque erreur passée portait son nom. Il proposa alors, presque comme un défi, qu'ils aillent à Montpellier, que Caroline voie Pablo, et qu'on cesse enfin de lui faire porter le poids d'une histoire qu'il n'avait pas choisie. À ce moment-là, Charlotte se retrouvait face à la juge Alphand. L'entretien prenait une tournure plus intime, plus douloureuse aussi. Dans le bureau feutré, Charlotte racontait tout, sans détour, sans chercher à protéger qui que ce soit. Elle évoquait les paroles de Sacha, la fraude à la TVA, la peur qu'il instillait en lui expliquant que s'il était retrouvé par la police, il finirait en prison et qu'ils seraient séparés pour toujours. Elle racontait cette pression constante, cette impression d'être enfermée dans une histoire qui la dépassait, où chaque décision semblait déjà prise à sa place. Cécile Alphand écoutait attentivement, consciente de la fragilité de celle qui se tenait devant elle. L'expertise psychologique parlait d'elle-même. Charlotte avait été manipulée, instrumentalisée, réduite au silence par la peur. Le non-lieu s'imposait comme une évidence juridique, mais aussi humaine. Lorsque la juge prononça ces mots, Charlotte ressentit un vertige étrange, comme si le sol se dérobait sous ses pieds sans pour autant la libérer. Elle n'était plus accusée, plus coupable aux yeux de la loi, mais elle ne se sentait pas pour autant libre. Dans un autre endroit de la ville, Hugo travaillait sur les échantillons de sang de Jules. Les résultats confirmaient ce qu'il redoutait, des traces de médicaments antidiabétiques apparaissaient clairement, alors que Jules n'était pas diabétique. L'explication médicale était sans appel. Ces substances avaient provoqué l'arrêt cardiaque. Hugo sentit une tension froide lui parcourir l'échine en réalisant l'implication directe de cette découverte. Picard partageait son analyse, il tenait Sacha Kazan, même si celui-ci continuait à nier avec acharnement.
Au commissariat, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Manu croisa Sacha dans les couloirs, et la colère qu'il retenait depuis trop longtemps éclata presque malgré lui. Les mots sortirent, chargés de mépris, de rage contenue. Il espérait qu'il paierait cher pour tout ce qu'il avait fait. Alex, pas loin, sentit le danger et intervint immédiatement, conscient que la situation pouvait dégénérer à la moindre étincelle. Il savait que Manu parlait avec le cœur autant qu'avec la colère, mais le cadre devait être maintenu. Au lycée, Salomé annonçait à Noura et Achille que Charlotte avait obtenu un non-lieu. Elle ne reviendrait pas tout de suite, avait besoin de temps. L'information provoqua des réactions contrastées. Noura, elle, ne pouvait s'empêcher de repenser au fait que Charlotte avait accusé un homme innocent. Même si la justice reconnaissait aujourd'hui son statut de victime, la blessure collective restait vive, et le pardon n'était pas immédiat. Cécile Alphand recevait ensuite Sacha Kazan dans son bureau. L'homme ne niait plus tout. Il reconnaissait la fraude, la fuite à l'étranger, mais persistait à se déclarer innocent de la mort de Jules. Son discours oscillait entre déni et justification, comme s'il tentait encore de contrôler le récit. La juge, implacable, lui annonça sa mise en examen pour homicide, usage de faux, fraude fiscale, dissimulation de preuves et chantage sur mineurs. Elle précisa qu'elle demanderait la détention provisoire. Pour la première fois, peut-être, Sacha sembla mesurer l'ampleur de sa chute. Pendant ce temps, Caroline appelait Hugo pour l'informer qu'elle arrivait à Montpellier le lendemain avec Martin, officiellement pour une randonnée. En réalité, elle avait peur. Peur que Pablo refuse de la voir, peur d'avoir laissé trop de choses en suspens. Hugo tenta de la rassurer, sans savoir lui-même comment les retrouvailles se dérouleraient. Pablo, de son côté, avait pris une décision qui lui coûtait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il allait rater la meilleure soirée de l'année pour passer du temps avec sa mère et Martin. Alexis et Achille étaient dégoûtés, incapables de comprendre ce choix qui, pour Pablo, ressemblait davantage à un devoir qu'à un désir. Sabine et Hugo espéraient simplement que la rencontre se passerait bien, conscients de la fragilité de cet équilibre familial. Pablo confia à Noura qu'il aurait peut-être dû refuser, qu'il ne savait pas s'il était prêt à replonger dans ce passé qui lui faisait encore si mal. Plus tard, dans un moment de sincérité douloureuse, Pablo avoua à Noura qu'il avait été heureux avec sa mère autrefois, que tout avait basculé avec l'arrivée de son beau-père. Depuis, rien n'avait jamais vraiment retrouvé sa place. Les souvenirs heureux se mêlaient désormais à une amertume profonde, et il ne savait plus comment faire la part des choses. Pour Charlotte, la nuit retombait avec son cortège d'angoisse. Les images du viol revenaient sans prévenir, s'imposant à elle avec une violence intacte. Elle se sentait incapable de sortir, de croiser des regards qu'elle imaginait déjà chargés de jugements et de murmures. Lorsqu'elle annonça à Marie-Sophie qu'elle ne voulait pas retourner au lycée, sa voix tremblait, mais sa décision semblait irrévocable. Elle supplia sa mère de la changer d'établissement, de quitter Montpellier, même en pension s'il le fallait. Tout valait mieux que de rester là où chaque rue, chaque visage, lui rappelait ce qu'elle avait subi. À ce moment-là, la reconnaissance judiciaire ne suffisait plus. Le non-lieu avait clos un dossier, mais la blessure, elle, restait grande ouverte. Et tandis que certains voyaient enfin la vérité émerger, Charlotte, elle, ne voyait qu'une seule issue, partir, s'éloigner, tenter de survivre ailleurs à ce qu'elle ne parvenait pas encore à nommer autrement que par la douleur. Le non-lieu venait d'être prononcé, mais dans l'esprit de Charlotte, rien n'était réellement terminé. La décision de la juge avait agi comme un couperet net sur le plan judiciaire, mais sur le plan intime, elle ouvrait un espace encore plus vaste, plus silencieux, où les questions affluaient sans jamais trouver de réponse. Être reconnue comme victime ne lui donnait pas la sensation d'être comprise. Elle se sentait surtout exposée, mise à nu, comme si chaque regard désormais posé sur elle cherchait à mesurer l'ampleur de ce qu'elle avait traversé. Marie-Sophie observait sa fille avec une inquiétude grandissante. Depuis l'annonce du non-lieu, Charlotte semblait encore plus absente, comme si le dernier fil qui la reliait à son quotidien venait de céder. Elle parlait peu, mangeait à peine, et passait de longues heures enfermée dans sa chambre, à fixer le vide. Lorsqu'elle évoqua pour la première fois l'idée de quitter Montpellier, ce ne fut pas sur un ton dramatique, mais avec une froideur déterminée qui glaça sa mère. Ce n'était pas une fuite impulsive, c'était une décision mûrie dans la douleur. À cet instant précis, Marie-Sophie comprit que la peur de Charlotte ne concernait plus seulement Sacha ou l'affaire judiciaire. Elle avait peur du monde, des autres, de ce que les gens voyaient ou croyaient voir lorsqu'ils posaient les yeux sur elle. Le lycée, avec ses couloirs trop étroits et ses murmures permanents, était devenu un lieu impossible à affronter. Chaque élève, chaque professeur, chaque inconnu représentait un miroir potentiel de son traumatisme. Pendant ce temps,
la machine judiciaire poursuivait son cours implacable. Sacha, désormais mis en examen, commençait à mesurer ce que signifiait réellement perdre le contrôle. Face à Cécile Alphand, il avait tenté de conserver une posture digne, presque hautaine, mais les chefs d'accusation énumérés un à un avaient fissuré cette façade. Homicide, usage de faux, fraude fiscale, dissimulation de preuves, chantage sur mineurs. Chaque mot résonnait comme une condamnation anticipée, un rappel brutal que le récit qu'il avait longtemps imposé ne lui appartenait plus. Lorsqu'il quitta le bureau de la juge, escorté, son regard trahissait une colère sourde, mêlée à une incompréhension presque enfantine. Il persistait à nier sa responsabilité dans la mort de Jules, comme si admettre ce lien revenait à reconnaître l'ensemble de son système de manipulation. Mais les preuves s'accumulaient, et les analyses d'Hugo laissaient peu de place au doute. Les antidiabétiques retrouvés dans le sang de Jules constituaient une pièce maîtresse, un élément objectif face auquel les discours perdaient toute crédibilité. Hugo, justement, ne parvenait pas à se réjouir de cette avancée. La vérité scientifique avait beau éclairer l'affaire, elle rappelait aussi la violence de ce qui s'était joué en silence. Derrière les chiffres, les analyses et les protocoles, il y avait un homme mort, une famille brisée, et une chaîne de conséquences irréversibles. Il ressentait une forme de lassitude profonde, celle qui accompagne les victoires trop tardives, quand le mal est déjà fait. Au commissariat, la tension restait palpable. Manu, encore marqué par sa confrontation avec Sacha, tentait de canaliser une colère qui ne trouvait pas d'exutoire. Il savait que la justice suivait son cours, que les preuves parlaient enfin, mais il lui était difficile d'accepter que tout cela n'efface pas les dégâts causés. Alex, plus mesuré, jouait une fois encore le rôle de garde-fou, conscient que chacun avançait sur un fil fragile. Pour lui, l'essentiel était désormais d'éviter que la rage ne provoque de nouvelles fractures. Au lycée, l'annonce du non-lieu avait provoqué une onde de choc discrète mais profonde. Salomé avait choisi ses mots avec précaution, expliquant que Charlotte avait besoin de temps, qu'elle ne reviendrait pas immédiatement. Les réactions furent diverses, parfois contradictoires. Certains éprouvaient un soulagement sincère, d'autres restaient figés dans une méfiance difficile à dissiper. Noura, en particulier, ressentait un tiraillement intérieur. Elle comprenait désormais la manipulation subie par Charlotte, mais elle n'oubliait pas l'injustice infligée à un homme innocent. Ce conflit intérieur la laissait dans un entre-deux inconfortable, où l'empathie se heurtait à la mémoire. Pablo, lui, suivait ces événements avec une distance apparente, comme s'il se protégeait d'un trop-plein émotionnel. L'arrivée imminente de sa mère et de Martin occupait déjà toutes ses pensées. Il oscillait entre l'envie de renouer et la peur de rouvrir des blessures qu'il croyait à peine cicatrisées. La perspective de passer du temps avec eux l'angoissait plus qu'il ne voulait l'admettre. Chaque souvenir heureux était désormais entaché par ce qui avait suivi, et il craignait de ne pas être à la hauteur de cette tentative de réconciliation. Lorsque Caroline arriva à Montpellier, son appréhension était visible. Elle tentait de se montrer légère, évoquant la randonnée prévue avec Martin, mais son esprit était ailleurs. Elle redoutait le moment où elle se retrouverait face à Pablo, consciente qu'aucune excuse ne pourrait effacer le passé. Martin, de son côté, cherchait à maintenir un semblant de normalité, convaincu qu'un terrain d'entente était possible, même fragile. Il voyait dans cette rencontre une chance de tourner une page, sans savoir si Pablo était prêt à la lire jusqu'au bout. Sabine et Hugo observaient cette situation avec prudence. Ils espéraient sincèrement que les retrouvailles se dérouleraient sans heurts, mais connaissaient trop bien la complexité des relations familiales pour se montrer optimistes. Lorsque Pablo confia à Noura ses doutes, son hésitation sonnait comme un aveu d'impuissance. Il avait été heureux avec sa mère, autrefois. Cette certitude le hantait, car elle rendait la chute encore plus brutale. L'arrivée du beau-père avait tout bouleversé, transformant des souvenirs lumineux en points de comparaison douloureux. Pour Charlotte, chaque heure qui passait renforçait son désir de partir. Elle avait le sentiment que Montpellier était devenu une carte mentale de son traumatisme, chaque lieu renvoyant à une étape de sa souffrance. Elle ne se voyait plus affronter les regards, les questions muettes, les silences gênés. L'idée de changer de lycée, de recommencer ailleurs, lui apparaissait comme la seule solution viable, même si elle savait qu'on n'échappe jamais complètement à ce qu'on porte en soi. La nuit, lorsqu'elle se retrouvait seule, les images revenaient avec une précision cruelle. Elle revivait les sensations, l'impuissance, la peur. Son corps se souvenait avant même qu'elle n'ait le temps de réfléchir. Dans ces moments-là, la reconnaissance judiciaire semblait abstraite, presque dérisoire. Ce qu'elle voulait, ce n'était pas un statut, mais la possibilité de respirer sans être envahie par le passé. Marie-Sophie, déchirée, tentait de trouver les mots justes. Elle comprenait le besoin de fuite de sa fille,
tout en redoutant ce que ce départ signifiait. Changer de cadre n'effacerait pas la douleur, mais peut-être offrirait-il un répit, un espace pour se reconstruire loin des regards trop lourds. Elle se promettait d'accompagner Charlotte dans cette décision, même si cela impliquait de la voir s'éloigner. À ce stade, chacun avançait à tâtons, porté par ses propres blessures et ses propres espoirs. La justice avait posé un cadre, mais la vie, elle, continuait de se frayer un chemin chaotique entre culpabilité, réparation et tentative de renaissance. Pour Charlotte, comme pour Pablo et les autres, rien n'était simple, rien n'était linéaire. Tout se jouait désormais dans ces zones grises où l'on tente de survivre à ce qui a déjà tout bouleversé. Et tandis que certains cherchaient à se rapprocher, d'autres envisageaient la fuite comme une nécessité vitale. Le non-lieu avait clos un chapitre judiciaire, mais il ouvrait une nouvelle étape, plus intime, plus incertaine, où chacun devait apprendre à vivre avec ce qui ne pouvait être ni réparé ni oublié. Le temps semblait s'être ralenti, comme si chaque personnage avançait désormais dans un espace suspendu, où les certitudes anciennes ne tenaient plus et où chaque décision prenait un poids démesuré. Pour Charlotte, la perspective du départ occupait désormais tout l'horizon. Ce n'était plus une idée abstraite, mais un projet concret, presque urgent, dicté par un besoin vital de mettre de la distance entre elle et ce qui l'avait brisée. Elle parlait de pension avec un sérieux qui surprenait Marie-Sophie, comme si elle avait déjà fait le deuil d'une vie normale à Montpellier. Marie-Sophie, justement, oscillait entre la culpabilité et la protection. Elle se reprochait de ne pas avoir vu plus tôt les signes, de ne pas avoir su mettre des mots sur le mal-être de sa fille avant que tout ne bascule. En même temps, elle sentait qu'insister pour que Charlotte reste serait une violence supplémentaire. Chaque fois qu'elle croisait son regard, elle y lisait une fatigue immense, une lassitude qui dépassait largement l'adolescence. Charlotte ne demandait plus à être comprise, seulement à être laissée en paix. Dans les couloirs du lycée, l'absence de Charlotte devenait un sujet que l'on abordait à voix basse. Certains élèves détournaient le regard, d'autres cherchaient à combler le silence par des commentaires maladroits. Salomé tentait de maintenir une forme d'équilibre, rappelant que le non-lieu avait été prononcé, que Charlotte était reconnue comme une victime, mais elle sentait bien que la blessure collective ne se refermerait pas si facilement. Le lycée, espace de sociabilité par excellence, révélait aussi sa cruauté, cette capacité à figer les individus dans des rôles dont il est presque impossible de s'extraire. Noura, de son côté, se retrouvait confrontée à un dilemme intérieur. Elle voulait avancer, se concentrer sur son quotidien, sur ses amitiés, mais l'affaire la poursuivait malgré elle. Elle repensait à Charlotte, à leurs échanges passés, à ce qu'elle n'avait pas su voir ou comprendre. En même temps, la mémoire de l'homme accusé à tort restait vive. Elle comprenait désormais la manipulation, mais la colère n'avait pas totalement disparu. Cette ambivalence la laissait épuisée, comme si elle portait à elle seule une part de la contradiction collective. Au commissariat, l'affaire Sacha Kazan continuait d'irriguer toutes les conversations. La mise en examen avait marqué un tournant, mais personne ne se faisait d'illusions sur la suite. Les procédures seraient longues, complexes, et la détention provisoire, si elle était prononcée, ne réglerait rien sur le plan humain. Manu suivait le dossier avec une attention presque obsessionnelle. Pour lui, chaque élément supplémentaire confirmait l'ampleur de la manipulation exercée, et renforçait sa conviction que certaines blessures ne se referment jamais vraiment. Alex, plus pragmatique, tentait de garder une vision d'ensemble. Il savait que l'affaire avait dépassé le cadre judiciaire pour devenir un traumatisme collectif. Les victimes directes et indirectes se comptaient par dizaines, et la ville entière semblait affectée par cette atmosphère de suspicion et de malaise. Il observait Manu avec inquiétude, conscient que la colère pouvait devenir un fardeau dangereux lorsqu'elle n'est pas canalisée. Pendant ce temps, Pablo se préparait intérieurement à affronter un passé qu'il avait longtemps tenu à distance. L'idée de revoir sa mère réveillait des souvenirs contradictoires, faits de moments tendres et de déceptions profondes. Il se souvenait de l'époque où il se sentait en sécurité, où la présence de Caroline suffisait à lui donner l'impression que tout irait bien. Puis, l'arrivée du beau-père avait tout changé, introduisant une tension permanente qui avait peu à peu érodé cette confiance. Lorsque Pablo retrouvait Caroline, il peinait à dissimuler son malaise. Les mots restaient coincés dans sa gorge, et les silences prenaient parfois plus de place que les phrases. Caroline tentait de combler ces vides par des gestes attentionnés, consciente que le moindre faux pas pouvait compromettre cette tentative de rapprochement. Martin, témoin de cette fragilité, cherchait à se faire discret, espérant que sa présence ne serait pas perçue comme une intrusion supplémentaire. Ces retrouvailles n'avaient rien d'un moment idyllique.
Elle ressemblait plutôt à un terrain miné, où chaque souvenir évoqué risquait de réveiller une douleur enfouie. Pablo écoutait sa mère parler, sans toujours savoir s'il devait répondre, partagé entre l'envie de se rapprocher et la peur de souffrir à nouveau. Il se demandait s'il était réellement prêt à pardonner, ou si ce pardon n'était qu'une illusion rassurante. À distance, Sabine et Hugo observaient cette situation avec une prudence teintée d'inquiétude. Ils savaient que Pablo portait en lui une colère sourde, qu'il n'exprimait que rarement, et craignaient qu'elle n'explose à la moindre déception. Leur rôle se limitait désormais à offrir un cadre sécurisant, un espace où ils pourraient, s'ils le souhaitaient, déposer une part de ce fardeau. Pour Charlotte, la perspective du départ devenait de plus en plus concrète. Elle commençait à trier ses affaires, à se détacher progressivement de ce qui avait constitué son quotidien. Chaque objet semblait chargé d'une mémoire particulière, et elle devait parfois s'arrêter, reprendre son souffle, avant de continuer. Ce processus, loin d'être libérateur, la confrontait à une réalité douloureuse. Partir ne signifiait pas oublier, mais apprendre à vivre autrement avec ce qui resterait. Les nuits restaient difficiles. Même lorsque le sommeil finissait par l'emporter, il était peuplé de réveils brutaux, de sensations persistantes qui la laissaient tremblante. Elle se demandait si un jour ces images perdraient de leur intensité, si le temps finirait par atténuer ce qu'elle ressentait. Pour l'instant, elle n'en voyait pas l'issue. Seule la distance lui semblait offrir une chance, même infime, de reprendre le contrôle. Dans ce climat de tension diffuse, chacun avançait à son rythme, tentant de trouver un équilibre fragile entre le besoin de justice, le désir de réparation et l'instinct de survie. Les décisions prises dans les jours à venir auraient des répercussions durables, bien au-delà des murs du tribunal ou du commissariat. Pour Charlotte, pour Pablo, pour tous les autres, il ne s'agissait plus seulement de comprendre ce qui s'était passé, mais de déterminer comment continuer à vivre après. À mesure que les jours passaient, la sensation d'irréversibilité s'imposait à tous. Ce qui avait été dit, décidé ou révélé ne pouvait plus être repris, et chacun devait désormais composer avec les conséquences. Pour Charlotte, cette certitude prenait la forme d'un détachement progressif, presque mécanique. Elle ne se projetait plus à court terme, ne faisait plus de plans pour la semaine suivante. Son esprit semblait déjà ailleurs, tourné vers un avenir flou, mais éloigné de Montpellier. Marie-Sophie tentait de maintenir un semblant de normalité, consciente que le moindre geste pouvait être interprété comme une pression. Elle évitait les questions directes, préférant attendre que Charlotte parle d'elle-même. Pourtant, chaque silence devenait lourd de sens. Elle voyait sa fille s'éloigner, non pas physiquement pour l'instant, mais intérieurement, comme si une barrière invisible s'était dressée entre elles. Cette distance la faisait souffrir, mais elle savait qu'insister serait contre-productif. Lorsque Charlotte évoquait son changement de lycée, elle le faisait sans colère ni larmes, avec une lucidité presque dérangeante. Elle expliquait qu'elle ne pourrait pas supporter le regard des autres, même bienveillants, parce qu'il lui rappellerait sans cesse ce qu'elle voulait tenter d'oublier. Elle ne cherchait pas la compassion, encore moins l'attention. Ce qu'elle voulait, c'était l'anonymat, la possibilité de redevenir quelqu'un que personne ne connaissait, ou du moins quelqu'un dont l'histoire n'était pas déjà écrite. Pendant ce temps, la procédure contre Sacha avançait inexorablement. La demande de détention provisoire renforçait la gravité de la situation, et les éléments s'accumulaient, dessinant le portrait d'un homme acculé. Malgré ses dénégations persistantes concernant la mort de Jules, son discours se heurtait désormais à une accumulation de preuves objectives. Les analyses médicales, les documents falsifiés, les incohérences dans ses déclarations formaient un ensemble difficilement contestable. Au commissariat, Manu continuait de suivre l'affaire avec une implication émotionnelle qu'il peinait à dissimuler. Il savait que la justice ferait son travail, mais il lui était impossible de rester indifférent à la souffrance causée, notamment à Charlotte. Chaque détail supplémentaire renforçait son sentiment d'injustice, et il devait lutter pour ne pas laisser cette colère influencer ses actes. Alex, attentif, tentait de le ramener à une posture plus distanciée, conscient que l'équilibre était fragile. La ville, elle aussi, semblait marquée par cette affaire. Les conversations changeaient de ton, devenaient plus prudentes, comme si chacun craignait de dire un mot de trop. Le non-lieu prononcé pour Charlotte avait certes clarifié les responsabilités, mais il n'avait pas effacé le malaise ambiant. Les blessures étaient trop récentes, trop profondes, pour se refermer rapidement. Montpellier portait désormais les traces visibles et invisibles de ce drame. Au lycée, l'absence prolongée de Charlotte accentuait cette impression de vide. Les élèves tentaient de reprendre leurs habitudes, mais l'atmosphère restait tendue. Certains se demandaient si elle reviendrait un jour, d'autres préféraient ne plus y penser. Salomé continuait de jouer un rôle d'équilibre,
consciente que chaque mot pouvait apaiser ou raviver les tensions. Elle observait Noura avec attention, percevant son trouble, sans toujours savoir comment l'aider à le dépasser. Noura, justement, se sentait de plus en plus isolée dans ses réflexions. Elle avait l'impression de porter seule le poids d'une contradiction insoluble, comprendre la manipulation subie par Charlotte tout en restant marquée par les conséquences de ses accusations. Cette ambivalence la laissait dans un état de fatigue morale constant. Elle se demandait s'il était possible de concilier justice et pardon, ou si certaines blessures condamnaient à vivre avec une part de colère. Pour Pablo, les retrouvailles avec sa mère ne ressemblaient pas à une réparation immédiate. Chaque échange était empreint de retenue, comme si les mots avaient perdu leur spontanéité. Caroline faisait de son mieux pour se montrer présente sans être envahissante, consciente que la moindre pression pourrait tout faire basculer. Elle parlait de souvenirs heureux, de moments simples, espérant raviver une complicité ancienne. Pablo écoutait, partagé entre la nostalgie et une méfiance qu'il n'arrivait pas à faire taire. Martin, témoin silencieux de cette tentative de rapprochement, mesurait l'ampleur du fossé à combler. Il avait trouvé un terrain d'entente avec son comptable, réglant un différend qui l'avait longtemps préoccupé, mais cette victoire professionnelle lui semblait dérisoire face à la complexité de la situation familiale. Il comprenait désormais que certaines fractures ne se réparent pas par des gestes rationnels, mais demandent du temps, de la patience, et parfois l'acceptation de l'échec. Sabine et Hugo continuaient d'espérer que Pablo parviendrait à trouver un apaisement, même partiel. Ils observaient son comportement avec attention, notant ses silences, ses hésitations, ses moments de doute. Ils savaient qu'il portait en lui une colère ancienne, liée à ce qu'il avait perdu, et que cette colère pouvait ressurgir à tout moment. Leur rôle, désormais, était de rester disponible, sans imposer de solution. Pour Charlotte, l'urgence intérieure ne faisait que croître. Chaque jour passé à Montpellier renforçait son sentiment d'étouffement. Elle se surprenait à imaginer sa vie ailleurs, dans un lieu où personne ne connaîtrait son nom, où elle pourrait se reconstruire sans être constamment ramenée à son passé. Cette projection, bien que fragile, lui offrait une forme de répit, une respiration dans un quotidien devenu trop lourd. La décision de partir, même si elle n'était pas encore actée officiellement, prenait de plus en plus de place dans son esprit. Elle savait que ce choix aurait un coût, qu'il impliquerait des sacrifices, des renoncements. Mais rester lui semblait désormais plus douloureux encore. Entre la peur de l'inconnu et la certitude de la souffrance, elle choisissait la première option, convaincue qu'elle était la seule à lui offrir une chance de survie. À ce stade, chacun avançait avec ses propres incertitudes, ses propres blessures. Les décisions prises n'étaient ni simples ni rassurantes, mais elles dessinaient peu à peu une nouvelle réalité. Une réalité où la justice avait parlé, mais où la reconstruction restait un chemin long et semé d'obstacles, que chacun devait emprunter à sa manière, sans garantie de réussite. Plus le temps avançait, plus l'idée du départ de Charlotte cessait d'être une hypothèse pour devenir une certitude silencieuse. Elle ne l'annonçait pas officiellement, mais tout dans son attitude indiquait qu'elle se préparait déjà à tourner la page. Ses gestes étaient précis, presque méthodiques, comme si mettre de l'ordre autour d'elle lui permettait de contenir le chaos intérieur. Chaque objet rangé, chaque affaire mise de côté devenait un acte symbolique, une manière de se détacher d'un lieu qui lui rappelait trop ce qu'elle avait perdu. Marie-Sophie observait ses préparatifs avec un mélange de tristesse et de résignation. Elle aurait voulu retenir sa fille, la convaincre que rester pouvait aussi être une forme de courage, mais elle comprenait trop bien que, pour Charlotte, le courage consistait désormais à partir. Elle se souvenait de l'adolescente qu'elle avait connue, vive, spontanée, insouciante, et peinait à reconnaître cette jeune fille fatiguée, marquée par une expérience qui l'avait vieilli trop vite. Son rôle de mère se transformait, il ne s'agissait plus de protéger en empêchant, mais d'accompagner sans entraver. À l'extérieur, la vie continuait, presque indifférente. Les rues de Montpellier gardaient leur agitation habituelle, mais pour Charlotte, chaque trajet devenait une épreuve. Elle évitait les endroits trop fréquentés, redoutant de croiser des visages familiers. Même les regards neutres lui semblaient lourds de sens, comme si chacun portait en lui une connaissance implicite de son histoire. Cette impression d'être constamment observé accentuait son sentiment d'étouffement. Pendant ce temps, la situation judiciaire de Sacha poursuivait son inexorable déclin. La détention provisoire se profilait comme une étape décisive, confirmant la gravité des accusations portées contre lui. Les preuves s'additionnaient, dessinant un dossier solide, difficilement contestable. Pourtant, malgré cette avancée, aucun sentiment de victoire ne se faisait réellement sentir parmi ceux qui suivaient l'affaire. La justice avançait, mais elle laissait derrière elle des existences profondément altérées. Manu ressentait cette ambiguïté avec une intensité particulière.
Il voyait l'homme qu'il considérait comme responsable de tant de souffrances perdre progressivement pied, mais cela ne lui apportait pas la satisfaction attendue. Au contraire, il se sentait parfois envahi par une fatigue morale, comme si toute cette violence accumulée ne trouvait pas d'issue véritable. Alex, attentif à son état, tentait de l'encourager à prendre du recul, conscient que l'affaire avait laissé des traces bien au-delà du cadre professionnel. Au lycée, la question de Charlotte devenait presque taboue. Certains professeurs évoquaient son absence avec précaution, d'autres préféraient l'ignorer, comme si ne pas en parler permettait d'éviter d'y penser. Les élèves, eux, oscillaient entre curiosité et malaise. L'ambiance restait tendue, marquée par une prudence nouvelle dans les échanges. Le non-lieu avait rétabli une vérité juridique, mais il n'avait pas effacé les tensions, ni les incompréhensions persistantes. Noura continuait de réfléchir, seule, à ce que tout cela signifiait pour elle. Elle se surprenait parfois à ressentir une forme de culpabilité, comme si ses propres doutes faisaient d'elle une mauvaise amie ou une personne injuste. Elle savait pourtant que ses sentiments étaient complexes, mêlant compassion et ressentiment, et qu'ils ne pouvaient être réduits à une réaction simple. Cette lucidité la laissait néanmoins épuisée, en quête d'un apaisement qu'elle ne trouvait pas encore. Pablo, de son côté, vivait les retrouvailles avec sa mère comme une expérience déroutante. Les moments passés ensemble étaient marqués par une retenue constante, une peur partagée de dire ce qui pourrait tout faire basculer. Caroline faisait preuve d'une patience inhabituelle, consciente que la confiance ne se décrète pas. Elle acceptait les silences, les réponses brèves, les hésitations, espérant qu'à travers cette lenteur, un lien pourrait se reconstruire, même partiellement. Martin observait cette dynamique avec un mélange de lucidité et d'impuissance. Il comprenait que sa présence, malgré ses bonnes intentions, restait associée à une période douloureuse de la vie de Pablo. Il tentait de se montrer discret, de ne pas imposer sa vision, mais il sentait aussi la fragilité de cet équilibre. Chaque geste, chaque mot, pouvait être interprété de travers, et il avançait avec une prudence presque excessive. Sabine et Hugo continuaient d'offrir un cadre rassurant, conscients que Pablo avait besoin de stabilité plus que de réponses immédiates. Ils l'écoutaient lorsqu'il parlait, sans chercher à minimiser ce qu'il ressentait. Hugo, en particulier, percevait la colère sourde qui persistait chez le jeune homme, cette colère qui ne s'exprimait pas frontalement mais qui se manifestait par des silences prolongés et des choix difficiles à comprendre. Pour Charlotte, la décision de quitter Montpellier s'accompagnait d'une peur diffuse, celle de l'inconnu. Partir signifiait abandonner des repères, des amitiés, une partie de son histoire, même si cette histoire était devenue trop lourde à porter. Elle se demandait parfois si elle ne faisait que repousser le problème, si le traumatisme ne la suivrait pas partout. Pourtant, rester lui semblait désormais insupportable. Entre deux mots, elle choisissait celui qui lui offrait au moins une perspective de changement. À ce stade, les trajectoires des uns et des autres semblaient s'éloigner, chacune suivant sa propre logique, dictée par la nécessité de survivre émotionnellement. Les liens existaient encore, mais ils étaient mis à l'épreuve par des choix douloureux et des réalités difficiles à accepter. La justice avait posé un cadre, mais la vie continuait d'imposer ses propres règles, souvent plus dures, souvent plus floues. Et tandis que Charlotte se préparait à partir, que Pablo tentait de renouer sans certitude, que les adultes cherchaient des points d'équilibre, une question demeurait en suspens: comment continuer à avancer quand le passé refuse de se taire? La réponse, personne ne l'avait encore trouvée, mais chacun, à sa manière, s'efforçait de tracer un chemin, aussi fragile soit-il, vers un avenir moins douloureux. À mesure que l'échéance du départ approchait, Charlotte ressentait une forme d'engourdissement intérieur. Les émotions semblaient s'être mises à distance, comme si son esprit cherchait à la protéger d'un effondrement total. Elle accomplissait les gestes du quotidien avec une précision presque mécanique, répondait lorsqu'on lui parlait, mais son regard restait souvent ailleurs, tourné vers un point que personne d'autre ne voyait. Cette dissociation silencieuse inquiétait Marie-Sophie, qui percevait chez sa fille un calme trompeur, celui qui précède parfois les ruptures les plus radicales. Marie-Sophie tenta une dernière fois d'aborder l'avenir avec elle, non pour la convaincre de rester, mais pour comprendre ce qu'elle attendait réellement de ce départ. Charlotte répondit avec une franchise désarmante. Elle n'espérait pas aller mieux immédiatement, ni effacer ce qu'elle avait vécu. Elle voulait seulement ne plus être ramenée, à chaque instant, à ce passé qu'elle portait malgré elle. Elle avait besoin d'un espace neutre, d'un endroit où son histoire ne serait pas connue avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Pour elle, cette perspective valait tous les sacrifices. Dans ce contexte, la confirmation de la détention provisoire de Sacha renforça un sentiment paradoxal. La nouvelle circula rapidement, apportant avec elle une forme de soulagement collectif,
mêlée à une lassitude profonde. Le système judiciaire avançait, comme il le devait, mais la gravité des faits rendait toute satisfaction impossible. La mise à l'écart de Sacha ne réparait rien, elle ne faisait que souligner l'ampleur des dégâts laissés derrière lui. Manu accueillit cette décision avec une sobriété inhabituelle. Il aurait cru ressentir un apaisement, voire une forme de justice rendue, mais ce fut surtout une fatigue intense qui s'imposa à lui. Il comprenait désormais que certaines affaires laissent des traces indélébiles, même lorsque les procédures suivent leur cours. Alex, attentif à ce changement, l'encouragea à prendre du recul, conscient que l'usure émotionnelle pouvait devenir un danger silencieux. Au lycée, la situation semblait figée dans une attente indéfinie. L'absence prolongée de Charlotte n'était plus commentée ouvertement, mais elle continuait de peser sur l'ambiance générale. Les élèves avaient repris leurs habitudes, mais quelque chose avait changé dans la manière dont ils se regardaient, dont ils parlaient de certaines choses. La prudence s'était installée, comme une règle tacite, rappelant que certaines paroles peuvent avoir des conséquences irréversibles. Noura, toujours traversée par ses doutes, commençait à ressentir un besoin urgent de se détacher de cette histoire. Elle se rendait compte que rester prisonnière de ses contradictions l'empêchait d'avancer. Pourtant, lâcher prise lui semblait presque trahir une part de ce qu'elle avait ressenti, tant pour Charlotte que pour l'homme accusé à tort. Cette tension intérieure l'amenait à s'interroger sur la nature même de la justice et du pardon, sur la possibilité de dépasser un événement sans l'effacer. Pour Pablo, les jours passés avec sa mère prenaient une tonalité étrange, ni vraiment douloureuse ni réellement apaisante. Il observait Caroline avec un regard nouveau, conscient de ses efforts, mais incapable de retrouver la spontanéité d'autrefois. Les souvenirs heureux revenaient par fragments, mêlés à des images plus sombres qu'il aurait préféré oublier. Il se demandait s'il était en train de reconstruire quelque chose ou simplement de prolonger une illusion réconfortante. Caroline, de son côté, mesurait le poids de ses erreurs passées avec une lucidité accrue. Elle comprenait que l'amour qu'elle portait à son fils ne suffisait pas à effacer ce qui avait été brisé. Elle acceptait cette lenteur, cette distance, convaincue que forcer les choses serait voué à l'échec. Martin, témoin de cette évolution, ressentait une forme d'humilité nouvelle. Il avait longtemps cru que les conflits pouvaient se résoudre par la discussion ou les compromis. Il découvrait désormais que certaines blessures demandent surtout du temps, et parfois l'acceptation de ne jamais être totalement réparée. Sabine et Hugo continuaient de soutenir Pablo à leur manière, sans chercher à orienter ses choix. Ils comprenaient que cette période de flottement faisait partie de son cheminement, même si elle était douloureuse. Hugo, en particulier, observait avec attention les signes de fatigue émotionnelle chez le jeune homme, conscient que la colère refoulée peut se transformer en un poids difficile à porter. Pour Charlotte, les derniers jours à Montpellier prenaient une dimension presque irréelle. Elle se surprenait à regarder la ville comme une étrangère, à mémoriser certains détails qu'elle n'avait jamais vraiment remarqués auparavant. Les rues, les façades, les bruits familiers prenaient une valeur symbolique, comme si elle devait s'en imprégner une dernière fois avant de partir. Cette ambivalence la bouleversait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle savait que le départ ne serait pas une délivrance immédiate. Le traumatisme la suivrait, où qu'elle aille. Mais elle sentait aussi qu'elle ne pouvait pas entamer un processus de reconstruction tant qu'elle resterait enfermée dans un environnement saturé de souvenirs douloureux. Cette conviction, fragile mais tenace, lui donnait la force de continuer à avancer. À ce stade, les destins semblaient suspendus à des décisions intimes, souvent silencieuses, mais déterminantes. Chacun avançait à son rythme, tenté tantôt par le rapprochement, tantôt par la fuite. La justice avait posé ses jalons, mais la vie continuait de se déployer dans toute sa complexité, rappelant que certaines réparations ne relèvent ni des tribunaux ni des preuves, mais du temps et de la capacité à se réinventer. Le moment de partir arriva sans fracas, sans scène, presque dans un silence respectueux. Charlotte ne fit pas de grands adieux, ne chercha pas à graver cet instant dans une mémoire déjà trop chargée. Elle se contenta de refermer une porte, lentement, comme on le fait lorsqu'on quitte une pièce devenue inhabitable. Pour elle, ce départ n'était ni une victoire ni une fuite héroïque, mais une nécessité vitale, une respiration qu'elle s'autorisait enfin après des semaines passées à étouffer. Marie-Sophie l'accompagna jusqu'au bout sans mots inutiles. Elle avait compris que retenir Charlotte aurait été une forme d'égoïsme, une tentative maladroite de préserver ce qui ne pouvait plus l'être. En regardant sa fille s'éloigner, elle ressentit une douleur profonde, mêlée à une inquiétude constante, mais aussi une étrange certitude, celle que Charlotte n'aurait jamais pu commencer à se reconstruire sans ce détachement radical. L'aimer, désormais, signifiait accepter de la laisser partir.
Pour Charlotte, chaque pas l'éloignait de Montpellier et de tout ce que la ville représentait. Elle savait que le traumatisme ne disparaîtrait pas avec la distance, qu'il resterait inscrit en elle, tapi dans les replis de sa mémoire et de son corps. Pourtant, elle sentait aussi que rester aurait été pire encore, que chaque jour passé dans ce décor familier aurait renforcé l'emprise du passé. En choisissant de partir, elle ne cherchait pas l'oubli, mais la possibilité de ne plus être définie uniquement par ce qu'elle avait subi. Au même moment, la chute de Sacha devenait une réalité incontestable. La détention provisoire confirmait la gravité de ce qu'il avait fait, et les chefs d'accusation dressaient un tableau accablant de manipulation, de mensonges et de destruction. Pourtant, cette mise à l'écart ne produisait pas l'effet cathartique que certains auraient pu attendre. La justice avançait, mais elle n'effaçait ni la mort de Jules, ni la souffrance de Charlotte, ni les répercussions durables sur ceux qui avaient été pris dans cette spirale. Manu ressentait cette contradiction plus que quiconque. Il voyait l'homme responsable de tant de dégâts perdre toute crédibilité, mais il ne parvenait pas à se réjouir. La colère avait laissé place à une lassitude sourde, à une forme de lucidité douloureuse. Certaines affaires ne se terminent jamais vraiment, elles changent simplement de forme. Alex, fidèle à son rôle d'équilibre, l'encourageait à accepter cette réalité, à reconnaître que faire son travail ne signifiait pas tout réparer. Au lycée, l'absence définitive de Charlotte s'imposait comme un fait. Les élèves reprenaient leur quotidien, mais quelque chose s'était fissuré durablement. La prudence dans les mots, la retenue dans les jugements témoignaient d'une prise de conscience collective. Les conséquences d'une accusation, même manipulée, peuvent être irréversibles. Noura, en particulier, portait cette leçon comme un poids silencieux. Elle ne savait toujours pas comment concilier compassion et colère, mais elle comprenait désormais que certaines vérités laissent des cicatrices des deux côtés. Pour Pablo, les retrouvailles avec sa mère ne débouchèrent pas sur une résolution claire, mais sur un apaisement fragile. Il acceptait enfin l'idée que leur relation ne redeviendrait jamais ce qu'elle avait été, mais qu'elle pouvait peut-être évoluer autrement. Caroline, consciente de ses erreurs, n'attendait plus de pardon immédiat. Elle se contentait d'être présente, de laisser à son fils l'espace dont il avait besoin. Martin, en retrait, comprenait que certaines places ne se gagnent pas, qu'elles se construisent lentement, parfois dans le doute. Sabine et Hugo observaient ces équilibres précaires avec bienveillance. Ils savaient que chacun avançait à son rythme, que les blessures ne se referment pas sur commande. Leur soutien discret devenait un point d'ancrage, une présence rassurante dans un moment où tout semblait instable. Ainsi se refermait cette séquence de vie bouleversée. Charlotte partait, Sacha tombait, les autres tentaient de se réajuster à une réalité transformée. Rien n'était véritablement réparé, mais quelque chose avait changé. La vérité avait été dite, reconnue, posée comme un socle fragile sur lequel chacun devait désormais apprendre à se tenir. L'épisode se concluait sans triomphe ni illusion. Il laissait place à une certitude inconfortable. Certaines blessures ne guérissent pas, elles obligent simplement à inventer une autre manière de vivre. Et pour Charlotte, ce chemin commençait loin de Montpellier, dans un ailleurs encore inconnu, mais nécessaire.